À toutes et tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour le 3e rendez-vous de l'incubateur du programme Engagé pour la qualité du logement de demain. Ce cycle de webinaires, comme certains le savent déjà si vous avez participé au précédent rendez-vous, vous est proposé toutes les 2 ou 3 semaines à l'heure du café par l'Europe des projets architecturaux et urbains qui opère le programme Engagé pour la qualité du logement de demain et la Banque des territoires. Donc, pour rappel, le programme Engagé pour la qualité du logement de demain rassemble 97 projets lauréats depuis 2022, portant tous des ambitions en matière de qualité d'usage dans le logement, en conciliant les impératifs de sobriété écologique et d'excellence architecturale, urbaine et patrimoniale. Parmi ces 97 lauréats, 20 ont été sélectionnés pour être spécifiquement accompagnés dans le cadre de l'incubateur du programme. Cet incubateur propose de lever les freins et les blocages à la conception, à la production de logements abordables et de qualité afin que d'éventuelles solutions juridiques, techniques et opérationnelles puissent être identifiées et expérimentées dans un objectif de réplicabilité des démarches innovantes. Donc, autour de ces 6 rendez-vous, ce cycle propose donc de vous présenter les 6 premières conclusions thématiques issues des travaux de cet incubateur. Et donc, après avoir parlé au premier rendez-vous des espaces partagés dans les opérations de logement, au 2e rendez-vous du réemploi, nous nous attaquons aujourd'hui au sujet du montage juridique et financier pour une association afin qu'elle puisse développer une opération immobilière intergénérationnelle. Donc, pour aborder ce sujet, nous sommes ravis d'accueillir Justine Cause, directrice de mission chez Villeneuve, et Eric Jutman, membre de l'association Vivons Ensemble, qui est donc lauréat du programme pour un projet localisé à Cancale, et il nous en parlera un tout petit peu plus tard. Donc, avant de leur laisser la parole, peut-être quelques informations pratiques pour le bon déroulé du webinaire. Nous commençons par un petit quiz pour tester nos connaissances, puis je laisserai la parole à Justine Cause et Eric Jutman. Et enfin, on laissera de la place à un temps pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau dans le chat et je les rassemblerai à la fin de leurs interventions. Donc, on va commencer par le quiz. Je laisse Léo lancer le quiz. Donc, il vous suffit de cliquer sur la barre de chat pour avoir le lien. Voilà. Donc, le lien est dans la barre de chat. Et c'est parti. Si tu peux lancer la première question. Ah. Alors moi, mon ordinateur ne me permet pas de jouer, donc je lis à l'écran. Quelle est la part d'augmentation des 75-84 ans estimée entre 2020 et 2030? À vous de jouer. Vous avez 3 réponses possibles, 15%, 32% et 47%. Les résultats sont définitifs? Les résultats sont définitifs maintenant que Léo a clos le vote. Et donc, la bonne réponse était 47%. Justine, vous avez un petit commentaire à faire? Oui, effectivement. Alors, ce chiffre, il est issu d'un rapport du Haut Commissariat au Plan qui se nomme Quand les baby-boomers auront 85 ans et qui traite de la manière dont le parcours résidentiel des seniors doit évoluer dans les prochaines années pour faire face justement à la révolution démographique qui est en cours. Et donc, ce chiffre, il est très marquant puisque cette augmentation de quasiment 50% des 75-84 ans est très importante. Et l'habitat intergénérationnel dont on va parler peut faire partie d'un nouveau parcours résidentiel particulièrement adapté pour cette tranche d'âge, pour des publics plutôt seniors avec un niveau d'autonomie encore suffisant qui leur permettent aussi de s'inscrire dans un projet de vie. Merci Justine pour ces précisions. On va s'attaquer à la 2e question, un peu plus technique. Donc, quelles sont les possibilités de montage pour un projet de logement collectif et intergénérationnel porté par une association? Donc, on ne voit pas toute la question à l'écran, mais c'est bien porté par une association pour faire un projet de logement collectif et intergénérationnel. Et donc, vous avez le droit à plusieurs réponses. La première, la création d'un groupement de projets avec un acteur tiers, qui peut être souvent un bailleur social, la création d'une société qui porte le projet avec plusieurs statuts différents, SIC, SCOP, GIP ou GIE, en transformant l'association initiale,
la création par l'association d'une société de portage immobilier classique ou le portage de l'opération par l'association elle-même. Alors, unanimement, il semblerait quand même que tout le monde soit d'accord pour penser qu'on peut avoir comme possibilité de portage la création d'une société type SIC, SCOP, GIP ou GIE. Mmh. C'est plus partagé pour les autres montages. Léo? Voilà, donc les 3 possibilités proposées pour un montage, pour un projet de logement collectif et intergénérationnel porté par une association. Sur les 3 premières, peut-être, Justine, un petit décryptage? Oui, bien sûr. Alors, peut-être qu'on peut dire, et pour nuancer un petit peu la réponse, la quatrième option, elle est écartée parce que même si juridiquement une association peut être propriétaire d'un bien qui a vocation à satisfaire son objet social, en fait, on se rend compte dans la pratique que la forme associative, elle n'est pas totalement satisfaisante, notamment d'un point de vue financier, puisque pour ces projets, on va essayer de réunir un tour de table d'investisseurs. Et la forme associative peut être un petit peu générer une certaine forme de crainte. Donc, on ne sait pas forcément la forme qui est privilégiée pour l'investissement immobilier. L'ensemble des autres options sont valables, et notamment pour la réponse 2, la création d'une société qui porte le projet. On est ici dans une logique de transformation de l'association vers une autre forme juridique. Et donc là, particulièrement, la SIC semble très adaptée, et on y reviendra plus dans le détail tout à l'heure dans la présentation. Merci. Et donc, une dernière question. Alors là, votre définition de la résidence intergénérationnelle, il vous suffit, vous pouvez écrire des mots, et si vous voulez écrire une phrase entière, il ne faut pas faire d'espace, me semble-t-il. Alors, voyons ce que ça donne. Ah, on n'arrive pas à lire le nuage de haut. Bon, bah, c'est les aléas du direct. On aura le nuage de mots tout à l'heure. Donc, sans savoir exactement, enfin là, on a une partie des réponses qui sont en colonne sur la droite. On peut peut-être demander à Justine quelle est la définition de, d'une résidence intergénérationnelle. Oui. Alors, on peut caractériser une résidence intergénérationnelle par plusieurs éléments. Premièrement, il y a la question du mix de génération. Donc, ça revient aussi dans les différentes réponses qui s'affichent à l'écran. Classiquement, on retrouve un public jeune, un public familial, et puis plutôt un public de personnes âgées. On a aussi une notion de partage d'un même espace, d'une même coque et des espaces partagés, mais chacun dispose de son propre logement, de son propre espace personnel. Et donc, d'une certaine manière, ça pose aussi la question du projet de vie et de l'animation de ces espaces partagés. Et puis, en complément, on peut aussi dire que dans le cadre de ces types d'habitats, on retrouve aussi parfois des services mutualisés, des services mis en commun de type laverie, espace collectif. Juste peut-être 2 éléments, c'est une notion qui se distingue de la colocation intergénérationnelle, où là, on est vraiment dans un espace où on partage un logement. Donc, chacun n'a pas son logement, mais on partage un logement. Et ça se distingue également de l'habitat inclusif, puisque l'habitat inclusif est plutôt à destination principalement d'un public senior ou de personnes en situation de handicap. Et donc, on ne s'adresse pas exactement au même type de personnes, on n'a pas la même composition dans le cadre des projets.
Merci Justine, pour, ces, précisions. Donc, on va tout de suite rebasculer, sur la présentation pour que justement vous puissiez aller un peu plus dans le détail sur, justement cette aventure de, monter, une opération immobilière, d'habitat, intergénérationnel. Merci Lola. Donc déjà, je vous remercie pour nous proposer d'intervenir et pour présenter un peu les résultats de justement l'étude et l'accompagnement qu'on a pu faire auprès de l'association Vivons Ensemble, qui est qui portait pardon un projet d'habitat intergénérationnel avec au démarrage plusieurs questionnements sur la manière de monter le projet. On avait une idée plutôt claire de la manière dont pouvait s'organiser la vie collective du projet, les liens qui pouvaient se développer entre les habitants, mais il y avait quelques éléments de blocage sur la question du montage juridique et financier du projet. Et finalement, de manière générale, c'est aussi ce qu'on a pu observer dans le cadre de la démarche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des acteurs qui sont parfois issus de la société civile, qui ont un lien fort avec l'économie sociale et solidaire, et qui maîtrisent finalement une certaine forme d'économie, d'écosystème, pardon, plutôt d'acteurs, des caractéristiques du territoire, des besoins du territoire, qui parfois ont aussi une expérience plutôt sociale, de travail social par exemple, et qui sont souvent très conscients des enjeux de vie collective, de création de liens. Donc, on est quand même sur des acteurs qui sont assez moteurs, qui proposent des solutions, des nouvelles façons de vivre ensemble. Mais quand on parle d'un projet de résidence intergénérationnelle, on traite quand même d'un projet immobilier. Et régulièrement, ces résidences intergénérationnelles, on est plutôt sur des produits de type locatif, donc des logements qui sont destinés à la location. Et donc, à partir du moment où on s'interroge sur la manière de concrétiser son projet, on va devoir s'intéresser à la manière dont on monte et qu'on construit un projet d'investissement locatif. Et donc, on doit rentrer dans une certaine forme de mécanique avec des problématiques et des questionnements sur la viabilité économique du projet immobilier et puis également la question de sa rentabilité, de sa profitabilité selon le montage que l'on va développer. Évidemment, on est sur des projets qui souvent sont portés par des acteurs associatifs et des acteurs de société civile. Donc, on n'est pas sur un niveau de profitabilité ou de rentabilité qui est similaire à ceux des acteurs privés, mais il y a quand même un minimum de règles, ou en tout cas un minimum d'éléments qui doivent être respectés pour assurer la viabilité des projets. Et puis, on voit aussi qu'un élément de blocage qui constitue finalement le démarrage de ces opérations, c'est les montants d'investissement de ces projets, puisque la construction de ces logements, de ces ensembles résidentiels qui sont plus ou moins volumineux, eh bien, elle nécessite un investissement qui est conséquent et elle nécessite notamment de réunir un stock de fonds propres pour à la fois, on va dire, limiter le montant du remboursement de la dette ensuite en exploitation, mais aussi tout simplement pour avoir accès à l'emprunt. Et donc, lorsqu'on est une association qui démarre avec des montants potentiellement très importants à réunir, eh bien, ça peut aussi constituer des éléments de blocage. Et c'est ce qu'on a observé dans le cadre de cette démarche. Donc, ce que l'on a proposé, si on passe à la slide suivante, c'est dès le démarrage de ces projets, et on rappelle bien le cadre, on parle d'acteurs associatifs, mais ce n'est pas le métier, ce n'est pas la profession d'agir en constructeur, en animation, ça peut être le cas, mais en tout cas en construction du bien, non. Donc, le premier conseil qu'on pourrait donner à ces porteurs de projets, c'est déjà de bien repositionner l'architecture globale de leur projet. Il y a un vrai enjeu parfois à se détacher un petit peu du sujet, à reprendre de la hauteur et à reposer cette architecture globale pour répondre à des questions qui sont en fait finalement à suite assez structurantes sur le montage général du projet et qui peut permettre de débloquer certains blocages justement qui empêchent d'avancer vers la traduction opérationnelle. Donc, on va se reposer des questions finalement assez simples. Quel est le public accueilli? Notamment, on a dit que la résidence intergénérationnelle, ça intégrait un mix de population, donc plutôt un public jeune, un public familial et un public senior. La question de la définition du public senior accueilli, c'est assez important et on y reviendra parce que ça va conditionner plusieurs choses, notamment des besoins, au-delà de l'animation collective, des besoins individuels qui pourraient être offerts justement à ces personnes seniors. Et puis, une fois qu'on a identifié le public, on va se poser un peu la question de leur statut. Certes, ils sont résidents, mais quel est le lien un peu juridique qu'il peut y avoir? Et en fait, comme on est sur des projets locatifs, très souvent, le statut, c'est celui de locataire. Donc, il y a assez peu de suspense là-dessus, mais ça nous amène à d'autres questionnements. Et donc, c'est une étape supplémentaire.
si on est sur un projet locatif, qui est propriétaire de cet ensemble? Et ça, c'est un vrai sujet parce que souvent, c'est un peu le cœur du questionnement et ça fait le pont avec les questions qui vous ont été présentées justement là dans le quiz, de savoir quelle est la forme que l'on prend. Est-ce que je m'associe sur le portage foncier et immobilier ou est-ce que je reste plutôt en animation? Et puis, il y a aussi une nécessité de reposer aussi les questions du projet de vie collectif. Quels sont un peu les grands aspects, les grands éléments de mon projet de vie collectif? Est-ce que j'ai besoin d'une animation? Et si oui, qui l'apporte et dans quel cadre? Est-ce que, quelle est la durée? Quel est le besoin en animation dont j'ai besoin? Et en fait, il y a un vrai enjeu à qualifier l'ensemble de ces éléments-là parce que c'est de là qu'on va voir un petit peu l'architecture globale et qu'on va aider les associations, en tout cas les porteurs, à se positionner sur la chaîne de valeur. Est-ce que l'objectif central de mon projet, de mon positionnement, c'est plutôt de jouer un rôle crucial dans l'animation de la vie collective, dans la création de liens, dans justement ce qui fait l'essence un petit peu de mon projet, cette question de vie collective, ou est-ce que j'ai aussi, et est-ce que je veux avoir un rôle et un poids prépondérant sur la question du portage immobilier? Est-ce que je vais être propriétaire des lieux? Et en quoi ça a un impact très fort d'être propriétaire des lieux ou non? Et donc, ça amène un peu à ces questionnements. Et ça a été important aussi parce que ce qu'on observe de manière générale, et si on dézoome un peu sur les différents benchmarks que l'on a pu réaliser dans le cadre de cette mission, c'était aussi de voir que la structuration classique, un petit peu de ces opérations intergénérationnelles, elle se fait souvent sous deux structures juridiques distinctes. On a d'un côté une structure juridique qui est en charge de l'animation, et de l'autre, une structure juridique qui est en charge plutôt du portage des biens immobiliers, de la construction et ou du portage des biens immobiliers. Et ce qu'on observe, c'est que selon la structuration, il peut y avoir des liens juridiques, des liens capitalistiques, même entre ces deux entités, et il peut aussi y avoir des liens tout simplement contractuels simples. Mais on observe souvent qu'il y a cette structuration en deux entités. Peut-être si on revient un peu sur les deux principaux points et si on passe à la slide suivante, la question de bien identifier au départ, la question de qui est le public cible et quel est le besoin d'animation. Et puis dans un second temps, on viendra sur la question de qui porte l'immobilier et comment se positionne le porteur dans ce portage immobilier. La première étape, comme on le disait, il y a un enjeu à bien identifier qui est le résident et quelles sont les modalités d'animation. Ce que l'on peut rappeler déjà en introduction, c'est que un des éléments constituants d'un habitat intergénérationnel, c'est bien ces liens, la création de liens entre les générations, et souvent ça suppose la nécessité d'avoir une personne socle, une personne ressource capable d'assurer cette animation. Et donc, on va avoir une animation qui va être généralisée pour l'ensemble des futurs résidents. Mais on a aussi dans ces types d'habitat un public qui est un peu spécifique, qui est un public senior, qui peut parfois avoir des besoins individuels et donc un enjeu à bien identifier si on est sur des personnes qui sont vraiment très autonomes ou si au contraire on accepte d'accueillir potentiellement des personnes qui sont un peu en perte d'autonomie et qui pourraient de manière individuelle avoir besoin d'aide. C'est assez intéressant et c'est assez fin de se positionner sur ce public senior, parce que notamment selon un petit peu les modes d'animation, les modes d'accueil et le public accueilli, on va pouvoir un peu élargir le spectre des financements pour la structure d'animation. Et c'est assez important, notamment sur la partie dépenses-recettes de cette structure d'animation. Les dépenses, ça va être l'ensemble des frais associés à la charge salariale, les frais, le budget d'animation classique. Mais on va avoir aussi tout un stock de recettes qu'il va falloir consolider. Donc, on a évidemment potentiellement un surloyer qui peut être payé par les futurs occupants. On a aussi des systèmes, si on généralise, où on a des opérateurs immobiliers qui financent des associations pendant quelques années pour qu'elles puissent assurer un système d'animation. Mais se pose la question ensuite de la pérennisation. Et en fonction du public accueilli, et notamment du public senior accueilli, on peut également prétendre à des aides directes à la structure, et notamment l'AVP, l'aide à la vie partagée, qui est allouée par les conseils départementaux, qui permet de financer finalement cette animation, sous réserve d'une signature d'une convention dédiée avec le département, mais qui n'est pas neutre, puisqu'on est environ à 10 000 euros par an et par personne accueillie, donc qui peut venir ici à faire une sorte de source de financement complémentaire. Dans cette présentation, on considère que l'association joue un rôle d'animateur. Et donc, ça veut dire qu'elle va aussi devoir conclure un contrat avec le propriétaire du bien, si c'est une autre personne juridique qui va sur ce portage de biens. Ça suppose aussi que l'association soit suffisamment structurée pour jouer ce rôle, qu'elle puisse avoir un retour d'expérience ou qu'elle fasse la démarche de se structurer de manière plus fine pour assurer ses tâches, notamment assurer un recrutement, assurer le suivi
quotidien des tâches sur lesquelles elle s'est engagée dans le cadre du contrat qu'elle a signé avec le promoteur ou l'opérateur qui reste ensuite propriétaire des biens, par exemple. Donc, c'est pas neutre et ça nécessite quand même d'être suffisamment structuré, suffisamment armé pour pouvoir assurer ce rôle dans le long terme. Et ensuite, si on passe à la deuxième étape, la question de savoir comment est-ce que je me positionne, est-ce que je veux être propriétaire de mon bien ou est-ce que finalement ça revêt un intérêt un peu secondaire tant que je peux avoir un droit de regard, c'est une vraie question à se poser. Parce que ce que l'on voit, c'est que la première option, alors je vais pas dans le même sens que la présentation, mais la première option, ça pourrait être, si on veut pas forcément être au cœur du sujet, pas suivre forcément la construction parce que on se sent pas armé pour le faire et qu'on n'a pas forcément envie d'être propriétaire du bien, on peut s'associer à des acteurs plus traditionnels de l'immobilier. Et là, il y a quand même un rôle très prépondérant qui est joué aujourd'hui par les bailleurs, qui s'associent de manière assez importante avec des associations pour constituer ce rôle, enfin ce type de projet, pardon. C'est assez intéressant parce que ça permet pour les bailleurs d'avoir des relais locaux en animation, de substituer pardon, parfois des manques de personnel ou des manques de compétences fines sur ces volets-là. Et puis pour les associations, c'est intéressant parce que ça permet de se dégager du suivi de la construction et puis du suivi aussi du portage de l'immobilier. Le bailleur reste propriétaire. On va aussi développer des partenariats entre les associations et des foncières, des acteurs privés. Là, on voit que le profil type de ces foncières, ce sont des organismes bancaires, des fonds d'investissement qui sont d'accord pour assurer le portage du bien et qui vont s'associer à des promoteurs immobiliers pour le construire. Ils vont également s'associer à l'association ensuite pour que cette dernière puisse réaliser des prestations d'animation. Dans cette situation, c'est assez intéressant parce qu'on a des vrais pouvoirs d'investissement d'acteurs qui se sont constitués. Par contre, ça peut amener à des questionnements et des re-questionnements éventuels du projet pour asseoir une meilleure rentabilité, une meilleure profitabilité du projet. Ici, on est sur des acteurs traditionnels de l'investissement qui vont potentiellement rechercher des niveaux de rentabilité supérieurs. Et puis peut-être, là, on traite du cas dans lequel on a une structure qui est vraiment dédiée et qui est un acteur qui est déjà constitué. L'autre option, ça peut être aussi d'avancer vers une structuration juridique un peu différente pour l'association, pour pouvoir avoir un rôle dans le portage immobilier, dans le fait d'être propriétaire de son bien. Et là, il y a quand même un premier sujet, et c'est celui qu'on voyait tout à l'heure en introduction, un sujet de blocage, qui est que je vais devoir, en tant qu'association, financer un montant d'investissement initial qui est très, très important. Et donc, potentiellement, pour réunir les fonds propres nécessaires, je ne vais pas pouvoir y aller seul, je vais devoir trouver un tour de table de co-investisseurs. Et en ce sens, l'évolution de la forme juridique d'une association en une autre forme juridique peut avoir un effet levier. La première évolution classique que l'on observe et qu'on observe d'ailleurs de manière assez importante là à l'échelle nationale, c'est l'évolution vers une SIC. C'est assez intéressant pour plusieurs points. Premièrement, parce que ça évite de repartir à zéro. On peut avoir un transfert d'une association à une SIC sous les formes juridiques. Et puis, la SIC permet aussi l'association d'acteurs un peu différents par rapport à des sociétés classiques, notamment l'association d'acteurs publics qui peuvent participer financièrement à la SIC et donc venir un peu abonder le projet dans son financement. Et c'est assez intéressant parce que pour des soutiens, enfin pour des projets qui ont des forts soutiens, des forts relais locaux, eh bien ça vient vraiment asseoir un financement. Par contre, la SIC peut avoir un désavantage, et on y reviendra tout à l'heure parce que je vois que le temps file, c'est qu'elle peut faire un peu peur à certains investisseurs classiques, puisque dans la modalité de gouvernance et de vote, on est un peu éloigné des systèmes classiques de sociétés commerciales plutôt classiques, en tout cas de sociétés anonymes. Et donc, ce que l'on conseille, et ce qu'on voit aussi en termes de structuration à l'échelle nationale, ce sont, et c'est la slide d'après, des SIC qui prennent des parts dans des sociétés commerciales classiques. Ce montage, il est assez intéressant parce que la SIC, qui finalement peut continuer à jouer un rôle d'animation avec cette nouvelle forme juridique, a aussi une forme de droit de regard sur la société qui va se positionner en acquisition, en portage du bien immobilier, aux côtés d'autres co-investisseurs plutôt classiques qui sont rassurés par cette forme parce qu'ils ont un droit de vote qui est un peu plus sécurisé et ils regardent un peu mieux comment va évoluer ce bien, quelles vont être les décisions patrimoniales sur ce bien. Et finalement, alors en retour d'expérience, c'est vraiment une forme qui semble être assez satisfaisante d'une certaine manière. On voit si on dézoome que pour des projets qui ont une forte dimension d'ailleurs d'économie sociale et solidaire, ou en tout cas qui gravitent autour de la création de liens avec des acteurs de la société civile, c'est un montage qui fonctionne et qui est vraiment, vraiment appuyé aujourd'hui. C'est un montage dans lequel la Banque des Territoires investit aussi. Et donc, en ce sens, c'est des montages qui peuvent être privilégiés, qui peuvent être intéressants. Et je m'arrêterai là parce que je pense que sinon, je vais être beaucoup trop longue.
Merci Justine. Il y a quand même une dernière diapo que je n'ai pas mise et je me sens coupable de ne pas l'avoir passée. Donc je vous la mets à l'écran. On va avoir un petit retour de la part d'Éric Jutman, qui est justement lui côté association et qui a donc bénéficié de votre accompagnement pour construire pas à pas le projet lauréat, donc qui est basé à Cancale. Je vous passe la parole, Éric, pour que vous puissiez de votre point de vue nous raconter un petit peu votre retour d'expérience, où vous en êtes, et les questions que ça a posé dans le montage par rapport aux ambitions initiales que vous aviez en vous lançant dans cette aventure. Oui, alors je dirais d'abord que le montage initial, c'était l'association qui portait le projet, avec un emprunt auprès de la Banque des Territoires, avec une garantie de la mairie de Cancale qui se portait totalement garante. Mais ce montage a échoué parce que la Banque des Territoires a estimé que le projet n'était pas d'une importance suffisante pour que ça les intéresse. Apparemment, le projet aurait coûté 10 millions d'euros, c'était plus facile que s'il coûtait 5 millions d'euros. En tout cas, une fois qu'on a commencé à travailler avec Villeneuve, on a élaboré plusieurs scénarios. Enfin, c'est surtout d'ailleurs Justine Cos qui a vraiment fait évoluer notre réflexion et d'une manière importante. Effectivement, on s'est penché sur la possibilité d'une création d'une SIC. Et puis, il s'est trouvé que un contact à la mairie, enfin, par un contact à la mairie, finalement, il y a eu le Crédit Agricole a commencé à envisager d'investir dans cette opération. Ils nous ont présenté un promoteur, un constructeur. Mais finalement, le blocage qu'on a aujourd'hui, c'est que le Crédit Agricole souhaiterait que la gestion des loyers et l'animation soit faite vraiment par une structure, on peut dire plus professionnelle, c'est-à-dire en tout cas qui a une expérience de la gestion de ce genre de projet. Donc on en est là. Écoutez, on espère débloquer prochainement cette situation parce que finalement c'est un blocage qui ne paraît pas essentiel, mais voilà. Peut-être Éric, détailler un tout petit peu vous au-delà du coût de l'opération, le projet en lui-même, sur un peu son mode de fonctionnement, parce que je pense que ça c'est aussi intéressant de pouvoir comprendre comment le montage est aussi en lien avec le type d'habitat que vous proposez. Voilà, donc le projet, c'est de construire sur un même terrain 4 maisons intergénérationnelles avec des logements pour personnes âgées au rez-de-chaussée et un appartement pour une famille à l'étage, en sachant que la famille participe à la vie de l'ensemble de la maison. Alors, on a beaucoup d'espaces collectifs. En même temps, chaque appartement, y compris les appartements des personnes âgées, ont une kitchenette. Les gens sont obligés de rien, mais tout les incite à participer à la vie collective, à la cuisine, aux jeux, aux courses, au jardinage, à tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y a un enjeu aussi d'animation qui est assez important dans ce projet. Je dirais qu'il y a eu aussi toute une réflexion à partir de la méthode de Montessori développée pour les personnes âgées, où l'idée c'est aide-moi à faire, mais ne fais pas à ma place. Après, sur le vieillissement, les handicaps que peuvent avoir chaque personne, évidemment, quand ils vont rentrer dans ce type de maison, les gens, je pense, vont être plutôt en forme, mais au fil des années, ils vont être de moins en moins en forme. Et donc se pose effectivement la question de qu'est-ce qu'ils deviennent. Alors en fait, la réflexion, c'est que ces maisons, elles sont proches d'un EHPAD, que les gens qui participent à ce projet peuvent être aussi des animateurs dans l'EHPAD et que
au bout d'un moment, aller à l'EHPAD ne leur fait plus peur non plus. Je ne sais pas si je suis très clair. Si. Justement, j'allais poser la question, mais si on regarde la diapo qui est à l'écran sur la possibilité d'avoir un salarié qui finalement fait de l'animation, de la médiation. Du coup, là, dans cette résidence, l'objet n'est pas forcément d'avoir des services liés peut-être à la perte de dépendance, mais vraiment à l'animation et au lien entre les résidents et pouvoir avoir des services Oui, finalement c'est pas des... externalisés qui viendraient potentiellement, comme vous le disiez, de l'EHPAD d'en face, il est vraiment juste à côté. Voilà, donc c'est pas des services hôteliers, on peut dire, c'est plutôt des services d'animation pour qu'il y ait une vie collective qui se crée. Alors évidemment, ça suppose que dans chaque maison, il y a un règlement intérieur, il y a un certain nombre de choses qui régissent la vie collective, mais bon, ça paraissait pas trop compliqué. Bien sûr, je me permets de compléter. C'est vrai que sur la dimension animation, il y avait un peu de sujets. C'est la question de l'animation générale à l'échelle de l'ensemble du projet, parce qu'en fait, on avait ce lien intergénérationnel qui doit se créer, qui doit être un petit peu animé, et qui d'ailleurs doit un peu mettre les futurs résidents au cœur de ce projet-là, pour qu'ils y adhèrent. Et puis, on avait aussi envisagé avec l'association la possibilité, selon un petit peu l'évolution des profils, et notamment des personnes âgées sur le moyen terme, d'avoir recours à des prestations externes de type plutôt partenariat avec des services d'aide à la personne pour apporter potentiellement des aides un peu plus individualisées pour les personnes qui nécessiteraient de manière ponctuelle, de manière un peu plus importante, des aides plus marquées. C'était aussi la possibilité, voilà, sur le moyen terme, d'anticiper un peu sous la forme d'une maître ou d'une maîtresse de maison, une personne ressource dédiée au sein d'un organisme du type aide à la personne qui pourrait ponctuellement venir et avec un financement qui s'effraie par les bénéficiaires de cette aide ponctuelle. Voilà, donc ce qui permettait aussi de passer par le système de CESU et de ne pas avoir un coût très lourd sur le côté animation. Et peut-être pour revenir, pardon, je rétropédale, mais sur le statut juridique de la SIC, vous disiez, Justine, que c'était relativement courant pour ce type d'opération, y compris parce que ça permettait de pouvoir inclure dans la gouvernance et aussi des parts de personnes morales publiques. Comment, déjà, quels sont vos retours par rapport à ce que veut dire une évolution vers boutique? Est-ce que c'est vraiment un mouvement de fond ou c'est pour l'instant très faible? Et surtout, qu'est-ce qui est par rapport à l'apport en subvention dont pourrait bénéficier ce type de projet? Qu'est-ce qui est le plus intéressant en fait du côté de la collectivité? Oui. Alors, la SIC, c'est une forme de société qui est quand même assez intéressante, et notamment pour cette question de participation publique, comme vous le disiez. La participation publique, elle doit rester minoritaire, c'est-à-dire en dessous des 50%, et elle s'assoit à côté d'autres collèges dans le cadre d'une SIC où on retrouve des collèges un peu obligatoires, qui sont celles des bénéficiaires, des salariés, et puis des créateurs, qui sont aussi représentés, par exemple. Donc, ça permet d'associer toute une somme d'acteurs qui sont vraiment intéressés par le projet. Donc déjà, cette association, elle est assez intéressante. Et puis la SIC a une forme de gouvernance qui est un peu différente, c'est-à-dire c'est le principe une participation à un vote. Et donc en termes de gouvernance, c'est quand même assez intéressant. Ça change des sociétés classiques. Pour une collectivité qui voudrait investir dans le cadre d'une SIC, c'est assez intéressant par rapport à une subvention, parce que d'une certaine manière, elle va aussi, elle, avoir un droit de vote, une certaine forme de droit de regard sur la vie future de cette SIC. Et donc en ce sens, ça peut être assez intéressant. Et c'est aussi une forme de société qui est intéressante parce que, par dérogation aux autres formes de société, donc les sociétés plus classiques, sociétés anonymes, etc., là, il peut y avoir une participation financière. Et c'est aussi le grand intérêt, en fait, de cette structure juridique, de la SIC, c'est que plutôt que de demander à une collectivité de venir participer dans une société de portage dans laquelle elle ne pourrait pas vraiment venir dans une société classique de type société anonyme, là, elle peut d'une certaine manière passer
par la SIC pour apporter un petit peu d'investissement dans le cadre du bien immobilier. Et donc, via la SIC, elle a aussi un droit de regard sur ce qui va se passer dans le cadre de l'immobilier. Là, la SIC, dans la manière dont ça a été monté, qui est le montage qui est proposé, qui est affiché ici, c'était un des montages qui était proposé à l'association, c'était que la SIC avait plutôt ici un rôle d'animation. Elle portait justement cette suivi du lien, création de lien, mais elle avait aussi un lien capitalistique dans la société de portage, c'est-à-dire que la SIC avait des parts dans cette grande société, dans cette société, qui associait d'autres investisseurs plus classiques, de type filiale bancaire, etc. Ça lui permettait d'avoir aussi un droit de regard sur ce qui se passait du côté immobilier. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Tout à fait, merci. Alors, nous, dans le cadre du programme engagé pour la qualité du logement de demain, au-delà de projets immobiliers d'habitat intergénérationnel, on voit aussi des SIC sur d'autres types Oui. de projets avec des formats coopératifs d'habitat participatif, etc., sur lesquels cette structuration est intéressante. Je voyais dans le fil de la discussion Monsieur Bertrand Sonnet qui est intervenu en début de webinaire pour dire que lui aussi faisait partie d'une association qui a porté un projet d'habitat intergénérationnel. Donc, si il souhaite justement témoigner de la forme finalement que ça a pris, et est-ce que il y a eu peut-être les mêmes difficultés par rapport à la confiance et aux garanties qui sont demandées pour l'animation là aujourd'hui, comme l'expliquait Eric Justman. Enfin, si Alors, vous êtes encore là et que vous oui, souhaitez intervenir. Oui, oui, vous m'entendez? oui, bonjour. Oui, bonjour. Nous, on avait ce projet d'habitat intergénérationnel, mais à la différence, c'est on est tous propriétaires. Ah oui. Donc c'est une association qui a porté le projet jusqu'à on ait la possibilité d'acheter le terrain, et que du coup, à ce moment-là, on a pu passer en ASL. Voilà. Mhm. Donc c'est ça le montage qui a été fait, parce qu'on pouvait pas, la ASL pouvait pas exister tant qu'on n'avait pas le terrain et qu'il n'y avait pas voilà, le permis d'aménager. Donc ça c'est le premier point. Mais j'en profite, puisque vous me donnez la parole, pour vous poser la question. Les coopératives d'habitants, c'est quand même un statut qui fait que c'est la coopérative qui contracte un emprunt, et du coup tous les locataires sont solidaires du remboursement de l'emprunt. Et ça, c'est quand même un levier qui est assez intéressant pour sécuriser les financeurs. Mhm. Peut-être, je me permets de réagir. Effectivement, la question qui a été beaucoup traitée dans le cadre de cette présentation, c'est vraiment une forme locative, avec un engagement finalement qui reste celui d'un locataire classique de la part des futurs usagers du bien. Et vous avez raison, la question des formes dans lesquelles on est une association sous la forme de propriété, elle est aussi possible. À notre sens, en tout cas dans une benchmark qu'on a réalisée, elle est un peu moins représentée, en tout cas notamment chez les montages intergénérationnels avec des volumes peut-être un peu plus importants, c'est plutôt la forme locative qui prédomine. Mais on a tout à fait ce genre de forme qui peut se développer. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Lola, il me semble qu'on a une note un peu à l'image de celle qui vous est proposée, présentée aujourd'hui, qui traite justement des formes d'association qui peuvent exister. Et il me semble que ce montage-là est peut-être traité, si je dis pas de bêtises. Ah ben exactement. Ça fait partie des prochains rendez-vous de l'incubateur. Donc, j'allais indiquer les prochaines dates dans un instant, mais tout à fait. Dans les 97 projets lauréats, nous avons pas mal de coopératives, et dont certaines sont effectivement dans une logique intergénérationnelle, et donc on a travaillé aussi avec elles sur le statut, évidemment, vous vous en doutez, sur l'accès, enfin le modèle économique, l'accès au financement, et tout ça sera présenté lors d'un prochain rendez-vous. Je vais vous mettre à l'écran les dates tout de suite. Hop. Voilà. Et donc, ça sera, c'est le prochain.
le 18 juin, dans lequel on traitera de l'ensemble des formes possibles d'habitat participatif, dont les coopératives. Et d'ailleurs, vous avez pu voir juste avant à l'écran le nuage de mots qui nous est réapparu, mais du coup rapidement, qu'on intégrera dans le replay. Ah bah voilà, Léo le remet. Donc est-ce que Justine vous fait un peu les choses à l'envers, mais est-ce que ça colle avec la définition que vous nous avez présentée tout à l'heure? Je pense qu'il y a un des éléments qui ressortent quand même de manière assez forte, c'est la question de l'âge, de plusieurs générations. Et c'est assez intéressant parce que c'est vraiment le cœur même de l'habitat intergénérationnel. Et encore une fois, c'est ce qui le différencie d'autres formes d'habitat, de type habitat inclusif, qui peuvent rentrer dans une dimension intergénérationnelle. Mais c'est vraiment le propre. Et l'idée, c'est quand même de créer des liens, des ponts entre les générations, rompre avec l'isolement qui peut exister parfois pour un public senior. Et il y a souvent des dimensions à intégration dans un projet de vie, mais aussi une dimension plus large d'intégration du projet d'habitat intergénérationnel dans la vie communale et de recréer autour de ce collectif eh bien aussi un peu une animation au niveau local. Notamment parce que les projets d'habitat intergénérationnel, alors, ils se développent à l'échelle de l'ensemble du territoire national. Et ceux qui ont une dimension inclusive sont souvent développés dans des territoires ruraux ou périurbains. Et on voit que ça participe en plus de ça à l'animation d'un collectif d'habitants et l'animation plus large des collectivités. Donc ça, c'est un élément assez important. Si je reprends ensuite les éléments, il y a la question du logement, mais ça, effectivement, c'est une définition un peu globalisante. C'est bien un logement, mais une forme un peu particulière de logement. J'ai mon logement, mais je partage des espaces communs avec les autres. Et ça, encore une fois, c'est une dimension très forte de ce type d'habitat. Merci. Alors, toujours Bertrand Sonnet nous demande si on connaît des montages qui couplent formes locatives et propriétaires. Est-ce que vous, Justine, vous avez ces modèles en tête? Alors oui, c'est des modèles qui pourraient potentiellement être envisagés, mais ça pourrait créer peut-être une certaine forme de complexité selon le montage qui est développer parce que pour les profils locatifs, il va falloir trouver la personne qui investit dans les logements. Donc, si on arrive à s'associer à un institutionnel, par exemple, ça pourrait fonctionner. Et sinon, il faudra voir qui se positionne justement sur la propriété de ces logements destinés plutôt à des profils locatifs. Mais potentiellement, ça peut exister. Après, là, je vois qu'il y a un participant qui témoigne d'un projet qui visiblement a donné naissance à ces lieux. Et je pense qu'on se rapproche aussi un petit peu de la thématique de l'habitat participatif d'une certaine manière. Je pense que ça réfère aussi à ces thématiques. Et peut-être que ces sujets-là pourraient être abordés aussi en marge du prochain atelier. Absolument. Donc, c'est le projet Teranga à Annemasse. Merci pour ces références. On a une dernière référence aussi qui nous est indiquée dans le chat sur le territoire de Strasbourg, plusieurs projets d'habitat intergénérationnel en logement social avec ou sans appui associatif pour la gestion sociale. Mais un frein important au montage financier des opérations reste le financement des espaces collectifs. Et là, effectivement, on vous le confirme, c'est un gros travail qui est en cours dans le cadre du programme. À l'intérieur des 20 projets incubés, mais aussi sur l'ensemble des 97 pour regarder les modèles économiques des communs et de l'habitat participatif, que ce soit dans des projets d'accession ou de coopératives, mais aussi portés par des bailleurs sociaux et dans lesquels les questions de financement et de loyer se posent de manière tout à fait différente. Et donc, on reviendra en tout cas sur ces sujets plutôt en fin d'année 2024 sur la question des communs dans le logement social. C'est un travail qui est en cours. Et alors, ça y est, plein d'autres exemples qui arrivent. En revanche, je suis tenue de tenir le temps. Donc, le dernier, puis après, je conclurai. Autre modèle, nous dit-on, H sans frontières dans le Tarn, des modèles intéressants, maisons partagées jusqu'à l'EHPAD. Merci pour ces éléments qui viennent alimenter la discussion et la réflexion et les porteurs de projets qui se lancent dans des projets d'habitat intergénérationnel. On arrive au terme de ce webinaire. Vous pouvez aller
télécharger la note en cube qui était issue de ce travail mené par Villeneuve avec l'association Vivons Ensemble sur l'espace ressources du site du programme Engagé pour la qualité du logement de demain. Vous y trouverez l'ensemble des notes en cube ainsi que toutes les publications qui sont issues du programme en matière de capitalisation. Donc, comme je vous le disais, nous sommes en pleine capitalisation, donc il y aura de nouvelles publications qui vont arriver. L'ensemble de ces rendez-vous sont également enregistrés et donc disponibles sur la chaîne YouTube du programme et sur l'article dédié au cycle sur notre site internet. Vous avez à l'écran les 3 prochains rendez-vous, donc on l'a dit, sur l'habitat participatif, sur la filière des matériaux bio et géosourcés et sur la réhabilitation, notamment avec un portage privé. Et ça sera la fin de ce premier cycle des rendez-vous de l'incubateur. Je voulais remercier chaleureusement Justine Cause et Eric Justman pour leurs interventions et leurs éclairages. Et je vous dis au mardi 18 juin pour les intéressés sur l'habitat participatif. Très bon après-midi. Merci. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir.